En 2011, l'entreprise Gratry fermait ses portes après plus d'un siècle d'histoire à Luinoise. Cette histoire, certains diront que c'était leur vie. Ils sont des milliers, hommes et femmes, à avoir exercé leur métier derrière ces murs, commençant à travailler parfois très jeunes. Pour nous, Gaspard, Corinne, Jean-Pierre, Nadine, Juan, Christian, Jean-Pierre, Fabienne et Claudine ont accepté de témoigner et de nous raconter leur histoire, celle qui fait aujourd'hui partie du patrimoine d'Halluin. J'étais poseur de lamelles. Alors, les lamelles, voilà, j'en ai quelques-unes en main. Et c'était la première fonction qu'on avait lorsqu'on est rentré chez Gratry, dans la perspective de devenir tisserand. Donc on était pris comme poseur de lamelles. Et lorsqu'il n'y avait pas de lamelles à poser, on était mis en apprentissage avec un tisserand, comme avec un tuteur. Et lorsqu'une place se libérait, automatiquement, on avait la place de tisserand. Au jacquard, on gagnait plus qu'au métier plat. J'ai eu la chance de tomber sur un tisserand jacquard qui partait en Algérie, que j'ai pu remplacer. C'est comme ça que j'étais tisserand jacquard chez Gratry, jusqu'en 61, juste avant de partir moi-même en Algérie. Je suis rentré chez Gratry en 55, à mes 15 ans. Donc j'ai été lamelleur. Ensuite, j'ai eu l'occasion de passer tisserand. On faisait de la toile à matelas. J'avais 12 métiers. Ensuite, peut-être une paire d'années après, ils ont mis 4 métiers en jacquard, mais toujours de la toile à matelas. Donc ça consistait à créer la couleur. Un beau métier. On recevait le fil blanc, tant sur bobine que sur en souple, et donner la couleur aux différents fils selon les désirs des clients. Être échantillonneuse, c'est d'abord recevoir des demandes de clients. Les clients nous demandent certains coloris, donc que l'on leur propose, et eux, à partir de là, choisissent leur gamme. Ils mettent ça dans leur showroom. Je travaillais déjà dans le textile avant, et ça a été fermé chez Loridan. J'étais contremaître uniquement du jacquard, je m'occupais du parc de jacquard, il y avait à peu près 200 machines, et après contremaître de métier et jacquard, responsable de salle, de tissage. On a commencé comme en contreuse, c'est-à-dire mettre les bobines sur les râteliers pour faire des chaînes, pour les ourdisseuses, faire les chaînes. Après, au bout d'un an, on a passé ourdisseuse. Moi j'étais à la maintenance, je suis rentré là donc en 80, on réparait les pièces de métier à tisser et tout, et en même temps après je me suis occupé des expositions, et je montais les stands avec des collègues, en Italie, en Allemagne, Paris. J'ai bien voyagé, oui. J'ai fait ça pendant 23 ans. J'ai commencé, j'avais 16 ans comme rentreur. 2 semaines après, j'ai passé que tisserand de velours. Des tisserands de velours, j'ai passé nettoyeur des métiers. Des nettoyeurs des métiers, j'ai passé balayeur. J'ai fait graisseur. Des graisseurs, j'ai passé rentreur. Des rentreurs, j'ai passé rôtisseron. Des tisserands, j'ai passé monteur de chaînes. Des monteurs de chaînes, j'ai passé contremaître régleur de machines à tisser. Alors, ça fait que j'ai fait à peu près tous les boulots qu'il fallait chez Gratry. Et j'ai fini ma carrière, j'ai fini quand l'usine a fermé. En 1963, lorsque je suis entrée, on faisait principalement du coutil, de la toile à matelas. On faisait également du linge de maison. Il y avait également un atelier où on confectionnait les serviettes, les torchons et les nappes. Ensuite, on faisait les toiles porteuses pour les transats, le plein air. Ensuite, en 1970, ça a été racheté par les frères Huilot, la société Lortiwa. Donc, nous nous sommes appelés Gratry Lortiwa. Eux ont ramené leur savoir-faire en velours, le velours façon gêne, l'ameublement. Nous avons tourné comme ça pendant un bon nombre d'années. En 1988, si je me souviens bien, on a également racheté la société Huet. La société Huet faisait aussi du coutil à matelas et du coutil industriel et du coutil imprimé. Donc, on a tourné après comme ça jusqu'à peu près en 2000. En 2000, nous avons racheté la société comment ça s'appelle, Île-de-France. Et puis là, ils avaient encore un autre savoir-faire par rapport à nous. C'était un de nos concurrents qu'on a pu racheter. Et après est arrivé un nouveau créateur. Et ce créateur, lui, avait d'autres idées et d'autres projets, à savoir faire de la toile Kevlar, de la toile plus moderne, plus technique aussi.
Vous dire exactement tout ce qu'il y avait dans la technicité, je ne m'en rappelle pas, donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. L'évolution, ça a été que le coutil n'était plus rentable parce qu'on on arrivait à un prix du mètre à 1 euro, même pas. Donc c'était plus rentable. On s'est diversifié plus sur l'ameublement, mais le haut de gamme en ameublement. Donc une clientèle, 80% les États-Unis. Presque 5% peut-être pour la France, mais le reste c'était tout de l'exportation. Dans ce haut de gamme, on arrivait à faire des tissus de haute densité avec du tramage avec 128 au centimètre et plus. Des tissus surtout pour l'hôtellerie qui coûtaient relativement cher tout de même, à 80 euros sortis d'usine le mètre. Donc imaginez faire une salle à manger avec du tissu à 80 euros sorti d'usine, ça fait cher. Après, on a tissé de tout, on a tissé du raffia, on a tissé des fibres en fil de verre, du kevlar, du cuivre, on a fait du voilage en cuivre, des tissus luminescents. On a même fait à un moment, c'est dommage que la création, ils ont reproduit exactement le tissu du tableau de Vinci, la Seine, le tissu de la nappe, exactement le même tissu, ils ont réussi à le reproduire. C'était vraiment le haut de gamme en ameublement. Après, il y avait des petites choses un peu plus ponctuelles, mais tout aussi prestigieuses pour des clients comme Christian Dior. Moi, je me souviens qu'un jour, on m'a rapporté l'emballage carton d'une bouteille de parfum. Le challenge, c'était de confectionner un tissu avec une couleur exclusive à Christian Dior, donc on n'a jamais reproduit après. Et ce tissu, c'était pour habiller les vitrines des parfumeries pour le lancement du parfum. Et ce parfum, c'était autre que Poison de Christian Dior dans les années 85-86. Et le tissu, ben oui, j'ai cette petite fierté, c'est moi qui l'ai fait. Chez Gratry, on avait eu 4 meilleurs ouvriers de France. Il y en avait 2 à la création et 2 au tissage. Donc à la création, il y avait Cécile Leca, Jean-Michel Delzen. Au tissage, il y avait Gustave Villers et Robert Kuhl. Sur la fin, c'était 80% du chiffre d'affaires, c'était l'exportation. Et on travaillait pour des éditeurs, c'est d'où les salons. Les tissus étaient présentés dans les salons, que les éditeurs achetaient et revendaient après aux États-Unis ou en Angleterre, en Allemagne, un petit peu partout. Très peu en France. Mais la création avait un rôle important chez Gratry parce qu'il créait à la fin à peu près 10 nouveaux tissus par semaine. Le métier, au point de vue difficulté, je crois que premièrement, le textile dans les tissages, la plupart du temps, c'était déjà tout en équipe de nuit ou alors matin et après-midi. Les risques, ils ont changé parce que y en a qui ont connu des métiers à navette chez Gratry, moi pas, mais j'en ai connu. C'était les navettes qui sortaient du métier, qui se projetaient dans les murs ou sur les gens. Donc une navette, ça fait à peu près 1 kilo avec la bobine selon les types de métiers, avec des pointes en acier. Donc il y a eu une paire de blessés avec ça. Et les doigts qui étaient pris dans les machines aussi. Les métiers à lance, c'était la même chose. Les doigts, ils étaient pris. Les métiers tournant, métier à navette à peu près à 180 tours en minute. Et après à lance, ça allait jusqu'à 300 tours, 400 tours. Et métier à EGDR, c'est 600 tours minute. La poussière de coton qui vole partout, le moindre choc, le moindre étincelle, c'était 1 ou 2 ou 3 ou 5, 6 machines qui partaient en feu en peu de temps. Il y avait une chose surtout, c'était le bruit. Et on n'avait pas des casques comme à l'heure actuelle. Et ce qui était mauvais, on venait un petit peu sourd. Celui qui avait fait 40 ans de métier, eh ben, il pouvait mettre des appareils. Chaque métier est dangereux, il n'y a rien à faire à ça. Une navette, j'en ai une fois reçu une dans le ventre. Enfin, un gros sabot, ça fait largement ça. Et c'était les fuseaux de la filature, on les mettait directement dans la navette. J'aime autant te dire que quand elle partait, la navette, ça valdaguait. Hein. Puis alors, les rafles que ça faisait, c'était terrible. Pour nous, en teinturerie, c'était plutôt la chaleur et les produits chimiques. Forcément, qui dit teinture dit produits chimiques et dit eau et montée en température. La montée en température, c'était 95 degrés pour les cotons, 105 degrés pour les dralons. Il fallait que ça monte et tout ça dans des
machines métalliques. L'été, c'était dur. J'avoue qu'il y avait facile 50-60 degrés dans l'atelier. C'est difficile de supporter ça. L'hiver, c'est peut-être plus agréable, mais c'est tout aussi dangereux. On est toujours à la merci d'une machine qui explose. J'ai pas connu, c'est pas arrivé, heureusement, parce que quand ça explose avec, je sais pas, 500 litres d'eau à 100 degrés, ça peut ne pas être triste. Et les produits chimiques, évidemment, la lessive de soude, les colorants eux-mêmes. On avait bien sûr des masques en papier courant, là, des gants, mais c'est à peu près les seules protections qu'on avait. À la fin de mon séjour chez Gratry, on a eu un lavabo avec les tiges pour rincer les yeux, qui sont obligatoires maintenant dans tout atelier, mais à l'époque, c'était pas très courant. C'est venu à la fin, et c'est vrai l'acide dans l'œil, voilà, on était à la merci de ça tous les jours. Donc c'était le côté dangereux du métier. C'était une ville, les gens ils passaient leur vie, leur journée complète, les heures de travail, c'était pas 35 heures, donc tout le monde faisait des 45-48 heures. Et il y avait un restaurant d'entreprise dans le château qui a été aménagé. C'était même la plupart des gens d'Aluin, leur mariage a eu lieu là, réception et tout. Très bon restaurant. Et il y avait même une Economa, sorte de coop qui était située dans la rue. Toute la ville d'Aluin allait même chercher son jambon là. Et d'autres produits, mais c'était une ville, comme il y avait tous les corps de métier à partir du moment du textile, de la filature aux produits finis, ça faisait du monde, et tout le monde était sur place. Il y avait une ambiance paternaliste en fait, et puis quand il y avait des moments de fête comme au moment de la Sainte-Catherine, on nous octroyait une somme de 5 francs à l'époque, et puis chaque atelier, chaque bureau préparait un peu ce qu'il voulait. On avait une heure qui était offerte par la direction, et on pouvait faire une petite fête, une tasse de café, un verre de vin et un petit gâteau. Mais il y avait aussi d'autres choses dans cette ambiance familiale. Il y avait des voitures qui étaient louées à la semaine et où vous pouviez vous inscrire. Mais si vous partiez un jour où il pleuvait avec la 2 chevaux, vous aviez les pieds dans l'eau. Donc c'était une anecdote assez drôle de l'ambiance familiale qu'il y avait là dans l'entreprise. Si nous on faisait les Saint-Éloi avec tout l'atelier mécanique, plus après tous les gars du tissage aussi qui venaient les contremaîtres, simplement les contremaîtres. Hein. On buvait comme tout le monde disait un coup et après hop, mais c'était bien. Ou après on faisait des petites blagues aussi. Les petites blagues, disons comme il y avait le contremaître là, du service entretien qui avait de l'eau dans sa voiture. Après on était chez des Grenoux, on les a mis dans son coffre. Il était au garage comme ça. C'était plutôt des petites blagues qu'on faisait qu'après à la fin c'était plus la même chose. Moi en teinturerie j'étais la petite jeune fille, la petite jeune de l'équipe, avec que des hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'étais un peu leur chouchou, leur mascotte. Et j'ai vécu ça très bien pendant 10 ans. C'était très sympathique, très, très convivial. On était une grande famille, c'est comme des frères pour moi. J'avais mes chefs de service et qui m'ont appris le métier, qui m'ont pas à pas, parce que je n'y connaissais rien en arrivant. Donc ils m'ont accepté comme j'étais, avec mon non-savoir. Et donc c'était plutôt sympathique. Alors, les blagues du genre, pour vérifier la température du bain, on met son doigt dans l'eau et si on ne peut pas le laisser, c'est que le bain est au moins à 70. Et il fallait le faire, on n'avait pas de thermomètre, donc il fallait le faire. On le faisait de temps en temps, bien sûr, mais ça faisait partie des blagues des teinturiers. Et c'était plutôt sympathique. J'en avais un quand il revenait de vacances, il me ramenait son petit cadeau, il est allé en Italie, donc j'avais le petit bijou, le petit parfum d'Italie. Voilà, c'était le côté sympathique de la teinturerie. Moi, j'ai connu Saint-Nicolas. J'ai connu Saint-Nicolas à l'usine. On était une dizaine de jeunes qui avec M. Ferrom, nous donnaient une certaine somme. Et le samedi matin, on prenait une salle de l'entreprise et on faisait une petite fête entre nous. Le directeur y passait, il buvait un verre avec nous. Pour moi, c'était une deuxième famille, ça. L'entreprise, ça a été une deuxième famille.
J'ai ma famille, j'ai arrivé en France en étant étranger. Et ça a été une deuxième famille. Travailler chez Gratry, c'était le bonheur, ça a été le bonheur pour moi. Le problème, c'est que, bon, s'il y a 500, 600 personnes, le comité d'entreprise, il y a de l'argent. Quand vous finissez à 40, ben, il n'y a pas grand-chose comme argent dans la caisse, hein, pour savoir distribuer. Et partout, c'est ça la même chose. Hein. Moi, je l'ai passé très mal. Pendant quelques mois, j'ai eu misère à me remettre. Moi, j'étais un des derniers parce que j'ai été, parce que bon, on appelle ça ceux qui ont fermé la boîte, disons, parce que j'ai dû aller pour aller couper le gaz, le courant. Alors quand on arrive dans l'usine et qu'il n'y a plus rien dedans, là, mais disons que c'est vrai que c'est malheureux pour tout le monde, disons que l'usine, elle a fermé, disons. Oh, moi, il n'y a rien eu de malheureux. Au contraire, parce que j'ai été licencié et j'ai touché mes indemnités de licenciement et j'ai enchaîné sur la retraite. Alors que je pouvais déjà être en retraite depuis un bout de temps. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas de quitter une entreprise. Quand on a passé une vingtaine d'années, ça fait toujours quelque chose. Mais bon, enfin, c'était un petit, on le sentait venir. Hein, ça faisait déjà une paire d'années que ça tournait sur trois pattes. Il y a déjà eu 3 ans de plus. On a déjà eu 3 ans de plus. On a été repris par les frères Wilfrer. On a eu 3 ans de plus. 3 ans de plus, pour moi, ça a été 3 ans de plus. Alors là, ça a fait quelque chose. Mais là, j'ai approché à 54 ans. 54 ans, être licencié, cherche du travail par ici, dans le tissage. Tu as commencé à 16 ans, travailler dans le tissage, tu as fait du tissage. Pas de maçonnerie, pas d'autre chose, rien du tout. Alors tu perds ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes au rond toute la journée, qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'il faut les questions qui sortent après, quand on a arrêté à cet âge-là. Et maintenant, on va demander du travail. Où? Il n'y en a pas. Alors il t'est resté 6 ans à travailler, tout y est dans la fin. Mais chaque fois qu'on retourne dedans chez Gratry, on a encore en tête la salle telle qu'elle était quand nous, on y était. Et qu'on voit le vide qu'il y a dedans, c'est ce que disait tout à l'heure. La dernière boîte Tissavel, quand je suis allé, moi, et que j'ai vu que la salle de tissage, tous les métiers étaient partis, pour la plupart en Chine, alors que c'est des métiers qu'on avait pratiquement construits nous-mêmes. Il n'y a rien à faire, ça fait mal. Quand on a travaillé dans le textile, on aime, en général, on aime cette branche-là, et comme elle est pratiquement morte, ça fait mal. Aujourd'hui, le travail a laissé place aux souvenirs. Des souvenirs toujours bien présents qui marqueront à jamais l'empreinte du territoire d'Amiens.